Ces images qu'on a vues, elles viennent nourrir un récit, celui du grand remplacement. Le but et l'objectif de l'Union européenne, c'est bien de maintenir à distance les personnes qu'elle considère comme indésirables et non pas la protection et la garantie du respect des droits des personnes. Et les jeunes, notamment du Sud global, en l'occurrence du Maroc, réclament leur part du gâteau. Au nom du principe d'égalité, au nom de l'émancipation, elles réclament un futur meilleur et elles ne comprennent pas pourquoi elles seraient condamnées à être assignées à résidence dans un pays qui ne leur offre pas de perspective, alors qu'à côté, très près, il y a, en tout cas dans leur imaginaire collectif, un pays qui regorge de possibilités économiques et sociales. C'est un drame humain devenu aujourd'hui trop banal et qui concerne encore une fois les exilés. Les images n'ont pas pu vous échapper, celles de dizaines de milliers de personnes affluant vers l'enclave espagnole de Ceuta, située en territoire marocain proche du détroit de Gibraltar. Sur les 72 000 personnes ayant tenté d'entrer à Ceuta, 70 000 sont retournées au Maroc. Mais surtout, 77 personnes, à l'heure où nous tournons cet entretien, sont mortes en tentant la traversée, parfois à la nage. Sur le plan politique, le rapport de force s'est vite engagé entre les extrêmes droites, en première ligne de laquelle se trouvait l'Italie de Giorgia Meloni, en ont profité pour fustiger le gouvernement social-démocrate de Pedro Sanchez. L'espace Schengen a lui aussi été mis en cause, comme d'habitude, alors que pourtant Ceuta obéit déjà à des règles particulières, mais bon. La propagande russe et la royauté marocaine ont aussi été pointées du doigt par l'UE, l'Espagne. Comment analyser une vague migratoire si soudaine? À qui l'attribuer? Que dire de la gestion européenne et espagnole de cette crise? À quel degré le gouvernement marocain pourrait être responsable, si tant est qu'il le soit? Afin de répondre à cette multitude d'interrogations, je reçois sur ce plateau Brigitte Espuche, coordinatrice et chargée d'études pour le réseau Migre-Europe, ainsi que Khadija Mohsen-Finan, politologue et membre du comité de rédaction d'Orient 21. Le fond de l'info, c'est tout de suite. Bonjour Brigitte et Khadija. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau pour parler de cette actualité brûlante qui est en train de se passer à Ceuta, donc l'enclave espagnole en territoire marocain. Je me tourne d'abord vers vous, Brigitte, pour entrer dans le vif du sujet. A-t-on déjà vu une vague migratoire si soudaine, peut-être depuis la fin de la guerre d'Algérie ? Alors, il nous semble qu'il faut relativiser tout ceci. Alors, en premier lieu, les métaphores liquides, comme les flux, les vagues, ce qu'on a pu entendre dernièrement, submersion ou déferlante, ne nous semblent pas très heureuses. C'est déshumanisant, ça donne l'impression d'une masse, qui est menaçante, qui est destructrice, et ça légitime surtout des politiques sécuritaires pour protéger les frontières, les territoires, jamais les personnes. Et évidemment, ça nourrit le manque d'empathie et le racisme grandissant des populations. Ensuite, il nous semble qu'il faut relativiser les chiffres qui diffèrent d'un pays à l'autre. 40 000 selon le gouvernement marocain et 70 000 selon le gouvernement espagnol sont arrivés sur l'enclave de Ceuta en 48 heures. C'est beaucoup, dit comme ça, pour un confetti de 20 km² qui a 85 000 habitants. Mais en vérité, c'est un effet de zoom. C'est rien du tout au regard de la population des 27 États membres de l'Union européenne qui comptent plus de 450 millions d'habitants. Ensuite, excusez-moi, il y a des précédents d'arrivées dites massives en Europe. D'abord, en 2015-2016, il y a des centaines de milliers de ressortissants syriens, irakiens, afghans qui arrivent en quelques mois depuis la Turquie vers l'île de Lesbos en Grèce. À Lampedusa, une île italienne en 2011 et 2023. 2011 d'abord, pendant les révolutions arabes, et puis en 2023, l'île qui voit arriver des personnes en nombre qui dépasse temporairement la population résidente. On a parlé d'entre 8 000 et 13 000 personnes arrivant quelques jours sur l'île en 2023.
Alors, il y a Ceuta en 2021, environ 10 000 entrées en 2 jours, après un relâchement du contrôle frontalier marocain. Mais il y a aussi 2005-2022 des franchissements de frontières simultanés, en tout cas par plusieurs personnes. Et là, donc, Ceuta 2026. Ce qui distingue Ceuta, en vérité, et j'imagine que Khadija va nous en parler, c'est bien la singularité de cette enclave. C'est la seule frontière terrestre et maritime entre le Maroc et l'Espagne, donc entre l'Afrique et l'Europe. Alors oui, il y a un phénomène d'ampleur, un phénomène de rapidité, mais surtout il y a un effet de zoom. Il faut se rappeler que par ailleurs, dans tous ces précédents, y compris dans celui-ci de Ceuta, les personnes arrivées ont été renvoyées très très rapidement vers leur pays d'origine, de force, et en violation souvent du droit international et national. Et puis je conclurai par rapport à votre question sur un racisme évident des politiques migratoires européennes. On rappelle que plus de 6 millions de ressortissants ukrainiens ont trouvé refuge en Europe depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Et donc, ça nous prouve que l'accueil est possible, mais que ce qui manque, c'est bien la volonté politique et qu'il y a un racisme complètement décomplexé de la part des politiques européennes en matière migratoire. Ouais. Khadija, très vite, évidemment, dans cette histoire, le gouvernement marocain a été mis en cause. Est-ce que, selon vous, il y a des raisons légitimes de croire cela, ou est-ce que cela sous-tend des choses plus complexes à comprendre, notamment, par exemple, dans les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Espagne, dans un premier temps, et entre le Maroc et l'Union européenne, dans un second temps ? Alors oui, le Maroc a été immédiatement pointé du doigt parce que ce n'est pas la première fois justement que le contrôle marocain exercé sur cette frontière a été délibérément relâché en guise de répression contre Madrid parce que le Maroc n'était pas content. Alors ça s'est déjà passé en 2021, ça vient d'être mentionné en mai 2021 où entre 8 et 10 000 personnes sont entrées à Ceuta en 48 heures. C'était à l'époque pour protester contre le fait que le chef du Front Polisario, donc ce mouvement indépendantiste qui revendique le Sahara occidental, a été accueilli en Espagne pour des soins médicaux. Donc à ce moment-là, on avait déjà parlé d'instrumentalisation de la migration, même si cette fois-ci il y a des spécificités, on est dans le même cas de figure. Il y a justement une volonté de la part du Maroc de faire pression sur l'Espagne pour obtenir quelque chose au niveau diplomatique en utilisant ces jeunes. Et je crois que l'accent n'a pas été suffisamment mis sur le fait que dès que la frontière s'entrouvre ou s'ouvre ou qu'il y a des rumeurs d'ouverture, il y a énormément de gens qui se précipitent à la frontière. Et ça, c'est une chose très importante qui renvoie justement à la situation économique et sociale du Maroc. Certains attribuent cette situation justement à la visite de Pedro Sánchez en Algérie. Est-ce que vous pensez que ça peut effectivement avoir mis un peu... est-ce que ça pourrait avoir mis le gouvernement marocain en colère justement ? Certainement, certainement. Alors, en 2021, il s'agissait d'obtenir quelque chose. C'était la reconnaissance de ce que les Marocains appellent la marocanité du Sahara occidental. Ils l'ont obtenu quelques mois plus tard, en 2022. Cette fois-ci, il y a une autre raison qui nous sert évidemment d'hypothèse. C'est la visite, je crois que c'était le 20 juillet dernier, de Pedro Sánchez en Algérie. Il n'avait pas effectué de visite depuis 2020 et il s'agissait justement de rétablir les relations qui sont très importantes au niveau économique et au niveau aussi commercial, au niveau des hydrocarbures. Et donc peut-être que le Maroc pensait qu'une fois que l'Espagne est allée dans le sens marocain sur le Sahara occidental, peut-être que c'est un package et qu'il faut que l'Espagne se range sur tous les aspects diplomatiques
diplomatique et sur toutes les options du Maroc au niveau diplomatique. Donc, ça a pu jouer, mais je crois qu'il y a une multitude de raisons qui ont joué et qui expliquent justement cette opération qui reste une manipulation à mes yeux. D'accord. Pedro Sanchez, justement, a réagi au début de la crise, en fermant ses frontières avec le Maroc et a dénoncé, je cite, une attaque contre son intégrité territoriale. Brigitte, comment analysez-vous la gestion de cette crise par l'État espagnol? Parce que Pedro Sanchez, on dit beaucoup de bien de lui quand il parle de Gaza, de la Palestine, etc. Est-ce que vous auriez des propos aussi élogieux à son égard dans la gestion de ces exilés qui ont tenté de franchir la frontière à Ceuta? Alors, en effet, la réponse de l'Espagne, ça a été de déployer l'armée et de faire en sorte que les personnes arrivées soient renvoyées de force le plus rapidement possible vers le Maroc. Et comme lors des précédents qu'on a évoqués, en violation du droit international, et notamment le principe de non-refoulement, et du droit national, notamment parce qu'il y avait eu un arrêt le 8 juillet 2026 de la Cour suprême espagnole qui disait qu'il ne pouvait pas y avoir de remise immédiate vers le Maroc sans examen individuel pour les personnes qui étaient arrivées à la nage. En vérité, encore une fois, c'est la militarisation des frontières qui a été renforcée, c'est la surenchère sécuritaire. L'Union européenne a proposé d'envoyer le soutien de Frontex notamment, et on sait déjà depuis des décennies que répondre à la soif de mobilité, à la soif de liberté de circulation des populations du Sud global, par la militarisation des frontières et par le renvoi forcé de milliers de personnes en quelques jours, en quelques heures, ne freine pas les mouvements migratoires, mais n'engendre que des drames supplémentaires et des violations systématiques des droits des personnes exilées. Notamment, là, vous avez parlé d'au moins 77 personnes officiellement décédées ou portées disparues pendant ces arrivées. Certaines associations parlent de 130 personnes. Et en vérité, ces victimes des politiques migratoires européennes, elles ne sont presque jamais mentionnées. Et c'est la crise diplomatique qui a pris le dessus ici. Je rebondis aussi sur la question que vous posiez juste avant. L'épisode de Ceuta, ça nous montre la perversité des politiques migratoires européennes, notamment de l'externalisation. Le fait de déléguer à des pays tiers, souvent autoritaires, la gestion des migrations, et l'Union européenne, elle transforme les personnes qui souhaitent rejoindre son territoire en pions aux mains de gouvernements qui disposent alors, comme vous l'avez dit Khadija, d'un fort levier de pression politique. Évidemment, face à une Europe qui est de plus en plus gangrénée par un racisme absolument décomplexé et qui est prête à tout pour maintenir les exilés loin de leurs frontières. Donc oui, il faut effectivement ajouter ici que Pedro Sanchez, en tout cas que l'Espagne, va à rebours des discours et des politiques sécuritaires menées par la majorité des pays européens, et notamment le fait que entre avril et juin, il est ouvert un programme de régularisation, et ce n'est pas le premier, pour régulariser les personnes qui se trouvaient déjà sur son territoire avec un certain nombre de critères très restrictifs pour le coup, et qui est donné la possibilité à 500 000 personnes de se régulariser. Et c'est bien ça qui a été en ligne de mire, et c'est ça qui a provoqué effectivement que la plupart des voisins européens ont poussé des cris d'orfraie, ont décomplexé leur discours de haine en pointant le laxisme du gouvernement espagnol. Pour autant, il faut rappeler aussi que l'Espagne et le Maroc collaborent depuis les années 90 pour freiner les mouvements migratoires, que l'externalisation, elle est très effective à cette frontière. Et comme on le disait, le Maroc, c'est, selon les circonstances et à l'occasion, rappeler à l'Espagne, comme d'autres partenaires qui collaborent dans cette externalisation, et je pense notamment à la Turquie avec la Grèce, c'est rappeler qu'il est indispensable à l'Espagne et à l'Union européenne pour bloquer les mouvements migratoires. Et il sait qu'il peut
à l'époque, Kadhafi déjà parlait d'ouvrir les robinets. Encore une métaphore liquide. Mais en tout cas, ils savent très bien que la faiblesse de l'Union européenne, c'est le phénomène migratoire, et ils savent très bien l'utiliser pour servir leurs intérêts, qu'ils soient économiques, pour toucher des fonds, qu'ils soient politiques, ou pour peser dans le débat géopolitique. Et obtenir, et effectivement, sans doute ici, en partie, pour afficher son mécontentement face au rapprochement de l'Espagne avec l'Algérie. Ouais. Khadija, est-ce que vous allez dans le sens de Brigitte sur cette question de l'externalisation? Parce que c'est vrai que là, on parle du Maroc, mais on en voit aussi les drames humains en Algérie, en Tunisie, avec les accords que l'Union européenne a pu tisser avec ces pays-là sur la gestion justement des flux migratoires. Est-ce que vous appuyez cette analyse, que l'externalisation de la gestion des frontières de l'Europe ne pouvait que conduire à ce genre de désastre? En tout cas, elle donne à ces États tiers la possibilité d'utiliser la migration comme un levier. Elle leur donne un pouvoir, le pouvoir d'ouvrir ou de fermer ce que Kadhafi a appelé des robinets ou qu'on pourrait appeler des vannes. Elle leur donne cette possibilité. Elle leur donne aussi la possibilité d'obtenir des gains au niveau géopolitique, et notamment auprès de l'Union européenne. Et donc, elle biaise, si vous voulez, le jeu des relations internationales, et elle permet à ces pays tiers de piétiner le droit international, le droit de la migration. Et de ce fait, un Premier ministre comme Pedro Sanchez, qui respecte le droit humanitaire et qui respecte finalement le pacte européen, devient en porte-à-faux par rapport à ces piétinements. Cette politique d'externalisation, c'est-à-dire confier à un État tiers, quel que soit son régime politique, comme ça a été dit, la possibilité de gérer une population et de contrôler des frontières, elle pose énormément de questions, et on le voit avec le cas de la Tunisie, avec les subsahariens, on le voit aussi en Libye, en Algérie. Aujourd'hui, les subsahariens en Tunisie, par exemple, ils sont cantonnés sur place, sur le sol national, ils n'ont pas le droit de travailler, ils ne scolarisent pas leurs enfants, ils n'obtiennent pas de soins pour leur famille et pour leurs enfants, et ils ne peuvent pas partir parce que les frontières sont extrêmement contrôlées. Mais personne dans cette politique d'externalisation ne considère finalement ces humains qui sont ici, en Tunisie ou ailleurs. Et chacun des pays, l'Algérie, la Tunisie, alors ils le font différemment, repousse ces populations vers le sud. L'Algérie les repousse vers le Niger, la Tunisie vers la Libye et l'Algérie. Le Maroc a régularisé parce que c'est bien de régulariser, ça le met sur le même piédestal que les pays développés. Mais d'un autre côté, vous avez des associations qui pointent du doigt le mauvais traitement de ces populations. Donc, ces politiques d'externalisation posent énormément de problèmes aujourd'hui, et j'ai l'impression que les questions ne sont pas mises sur la table. Très bien, alors, je veux... Ah, oui, Est-ce que je peux me permettre de rebondir pour aller dans votre sens, Khadija? Il me semble que c'est le propre même de l'externalisation que de sous-traiter le contrôle, en l'occurrence frontalier, en se défaussant des conséquences de cette délégation sur le respect des droits fondamentaux des personnes. Et donc, le revers de l'externalisation, en tout cas, sa conséquence, c'est l'utilisation par les partenaires qui collaborent dans l'externalisation d'avoir recours aux mêmes armes que l'Union européenne, c'est-à-dire le marchandage. Et en l'occurrence, la marchandisation des personnes exilées pour obtenir ce qu'elles veulent. Et donc, par le biais de ces marchandages, qu'ils soient financiers, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient politiques, et au moyen d'accords, qu'ils soient formels ou informels, on va déléguer à des pays
souvent autoritaire ou défaillant, hein, le contrôle de la frontière européenne, parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est d'en faire des gendarmes, c'est d'en faire des gardes-frontières de l'Union européenne. Et on délègue à des pays notoirement non sûrs, hein, comme la Libye, comme la Tunisie, comme l'Égypte, et en l'occurrence comme le Maroc ici. Et on leur donne la possibilité d'enfreindre les textes internationaux. Et on rappelle quand même que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien. Et donc, à partir du moment où on essaye d'entraver ces mouvements migratoires en violation du droit international, et là, en l'occurrence, en violation du droit national espagnol, puisqu'ils ont été renvoyés en violation de la législation espagnole, eh bien, on va causer ce type de violation systématique. Et on le sait, les pays mentionnés bafouent les droits des personnes exilées sur leur territoire. Et pour autant, la collaboration, elle perdure entre l'Union européenne et ces pays. La collaboration, elle perdure avec la Tunisie, malgré les violations des droits avérées et documentées par les associations de défense des droits sur place. Elle continue avec la Libye, alors qu'on sait que c'est un pays absolument non sûr pour les personnes. Elle continue avec le Maroc, elle continue avec l'Égypte. Ce qui veut bien dire que le but et l'objectif de l'Union européenne, c'est bien de maintenir à distance les personnes qu'elle juge, qu'elle considère comme indésirables, et non pas la protection et la garantie du respect des droits des personnes. Ouais. Alors, les extrêmes droites européennes, évidemment, dans cette histoire, et avec l'Italie de Giorgia Meloni en fer de lance, en ont profité pour nous dispenser de leur critique et de tout ce qu'ils pensaient de Pedro Sanchez. Même le président Javier Milei et le président argentin, Javier Milei, et le président américain Donald Trump, ils sont venus ajouter leur petit grain de sel. Khadija, est-ce que dans tout ça, dans ces espèces de petites passes d'armes diplomatiques, il y a là aussi de la part des extrêmes droites, ici et là, quelque opportunisme à s'attaquer ainsi à Pedro Sanchez ou à la gestion migratoire de l'Europe? Oui, bien sûr, ces images qu'on a vues, elles viennent nourrir un récit, celui du grand remplacement. Et donc, les droites et les extrêmes droites, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas que les extrêmes droites, il y a aussi les droites, viennent dire, voilà ce qui peut arriver quand des frontières s'ouvrent ou s'entr'ouvrent, en mettant à l'index Pedro Sanchez, qui aurait failli à sa mission, et en appelant aussi à durcir les droits d'entrée et le droit d'asile. Donc effectivement, ça vient nourrir ce discours, et ça vient mettre en exergue les politiques de régularisation qui sont massives, 500 000 en Espagne, mais on a eu la même chose en Italie. Donc si vous voulez, on est devant, effectivement, et ça a été dit, je crois, devant une double instrumentalisation, c'est-à-dire une instrumentalisation du pays qui ouvre ses frontières, en l'occurrence le Maroc, et l'instrumentalisation par les extrêmes droites, y compris aux États-Unis, en Argentine et ailleurs, qui disent voilà ce qui peut se passer lorsque on ne durcit pas les législations. Et donc on est très loin des réalités, au lieu de se demander ce qu'il en est exactement. Alors tout à l'heure, je crois que Brigitte a dit que en négociant le retour de ces quelques 50 000 personnes qui sont arrivées, Pedro Sanchez a enfreint le droit international. Il me semblait que dans le pacte européen, il était question de négocier le retour dans ce cas-là avec le pays d'origine. Je ne sais pas s'il y a véritablement piétinement du droit européen sur cette question. Dans tous les cas, en tout cas, il y a une instrumentalisation par les extrêmes droites de cette déferlante qui arriverait. Et à aucun moment, et j'insiste là-dessus, on ne s'interroge sur les raisons pour lesquelles ces jeunes qu'on a vus candidats au départ voulaient partir, car c'est la vraie question qu'on se pose ici du côté maghrébin.
Bah justement, j'ai prévu la question pour qu'on puisse en parler tout à l'heure, évidemment. Brigitte, justement, sur cette question des droits humains, pourtant, enfin, je veux dire, et ces critiques d'ailleurs que Pedro Sanchez a essuyées, alors que finalement, il a mené une politique qui finalement manifestement convient très bien à l'Union européenne. Il en a d'ailleurs plus ou moins reçu les félicitations dans les derniers jours, lors de ces derniers jours. L'Union européenne, on l'a vu ces dernières années, et notamment cette dernière année, a considérablement durci sa politique d'accueil et surtout sa politique de gestion des exilés, avec les hubs de retour, avec le durcissement des conditions de rétention, le pacte asile et immigration qui est rentré en application en juin dernier, le règlement retour, etc. Est-ce que les événements de Ceuta ont mis en lumière la doctrine, plus que jamais, la doctrine européenne en matière de gestion de l'immigration et tout ce qu'elle peut avoir d'inhumaine? Alors effectivement, hein, les événements de Ceuta ont uniquement permis de faire valider la doctrine ultra-sécuritaire de l'Union européenne en matière migratoire et de rappeler que l'accueil n'est pas de mise en Europe. Donc effectivement, il a essuyé, Pedro Sanchez, pas mal de critiques. Et la situation a été clairement instrumentalisée. Alors là, vous parliez de Milei et de Trump. Bon, là, c'est clairement au niveau géopolitique qu'il y a une instrumentalisation. Clairement, Trump n'est pas, pour reprendre sans doute son vocabulaire, il n'est pas content du fait que Pedro Sanchez indique clairement et notoirement qu'il s'oppose à la politique d'Israël par rapport à la Palestine, qu'il ne l'a pas laissé utiliser ses bases navales à Rota pour justement permettre sa politique guerrière et belliqueuse. Donc voilà, c'est de l'ingérence pour peser encore une fois sur le débat géopolitique. Donald Trump a aussi ouvert le rapport de force face à l'Europe, justement sur cette question. Il avait parlé de déchéance civilisationnelle il y a quelques mois, justement en parlant du fait que l'Europe était submergée par les flux migratoires, c'est etc. clairement un discours d'extrême droite. Qu'on connaît très bien malheureusement ici en Europe. Donc c'est des critiques qui sont complètement hors sol, absolument opportunistes et xénophobes. Vraiment, Ceuta, ça a été l'exutoire des racistes. Ces arrivées, elles ont quand même créé un climat politique et médiatique absolument nauséabond. Et comme vous l'avez dit, Khadija, qui a été doublement instrumentalisé, la droite et l'extrême droite ont crié à un problème de sécurité publique, à une énième crise migratoire. Alors, dès que des personnes arrivent sur nos côtes, on utilise la rhétorique de la crise. On a donc parlé du laxisme du gouvernement espagnol, qui aurait envoyé un mauvais message aux ressortissants de pays tiers avec son programme de régularisation, alors même qu'il est clos. Il a quand même rappelé, Pedro Sanchez, à l'occasion, que le Maroc est un allié, parce qu'il a évidemment besoin du Maroc pour freiner les mouvements migratoires. Et les droites européennes, de façon absolument opportuniste, elles ont crié à l'invasion, elles ont rappelé au renforcement des frontières de l'Union qui seraient menacées, alors même qu'on le sait, vous l'avez dit au début de cet entretien, les enclaves de Ceuta et Melilla, elles disposent d'un régime dérogatoire dans l'espace Schengen qui ne permet pas la libre circulation vers la péninsule espagnole, parce qu'il y a un double contrôle à l'entrée et à la sortie de l'enclave. Oui, parce qu'on parle beaucoup de l'extrême droite instrumentalise aussi encore une fois leurs critiques contre l'espace Schengen, alors que Ceuta ne répond pas exactement. Il y a déjà un régime dérogatoire au fonctionnement normal de l'espace Schengen. Absolument. Et d'ailleurs, Ceuta a parfois été mentionné par les avocats comme un centre même de rétention. À partir du moment où on est coincé, on est bloqué, on est enfermé sur cette enclave de Ceuta, et il est très très difficile d'en sortir. Et certains pays, l'Italie, le Danemark, ont appelé à suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, alors même que cette suspension n'est absolument pas prévue par les textes européens. Et la seule possibilité qu'ils ont, à la rigueur, c'est de rétablir les contrôles aux frontières internes, des contrôles qui sont déjà rétablis depuis 2015. Donc en vérité, c'est de l'hypocrisie absolument évidente par rapport à ça. Et est-ce qu'on peut parler de récupération politique ? Oui, on peut parler de récupération politique. On peut parler du fait que
ça a permis de montrer l'importance de l'externalisation, encore une fois, tout ce qu'on vient de dire cet après-midi, mais aussi de permettre à l'Union européenne qui finalement, le 4 août, c'est-à-dire hier, après une visioconférence d'urgence, finalement, tout ça pour ça, de dire bravo à Pedro Sanchez pour avoir géré la situation comme vous l'avez faite de manière absolument ferme et sécuritaire. L'espace Schengen n'est pas le problème, mais la solution, et de rappeler qu'il est temps d'activer l'application des dernières législations européennes attentatoires au droit, le règlement retour notamment, mais aussi donc le pacte européen. Alors dans le pacte européen, il y a quand même un système de filtrage. Donc normalement, avant de renvoyer les personnes vers leur pays d'origine et de négocier ces retours, il aurait fallu les soumettre à une procédure et leur permettre d'exposer leur situation et d'examiner leur situation individuelle. Ça n'a pas été le cas. Effectivement, le règlement retour permettra à terme de pouvoir expulser les personnes d'Europe vers des pays tiers qui auraient accepté de les recevoir. Et j'espère que vous voyez bien tous mes guillemets. Oui, je les vois. Et nos téléspectateurs les voient aussi. Khadija, pour finir, justement, tout à l'heure, vous évoquiez les raisons qui font qu'il y ait autant de candidats au départ du Maroc pour rejoindre l'Europe. Justement, il y a des observateurs qui l'ont un petit peu fait en pointant du doigt le gouvernement marocain, l'échec de son pacte de croissance, et donc du coup les errements de sa croissance économique. Est-ce que, évidemment, il y a un problème dans le développement économique du Maroc ou dans la gestion gouvernementale du Maroc qui fait que ces jeunes n'ont plus espoir dans leur pays et s'en vont essayer de voir si le ciel est plus clément ailleurs? Oui, ces candidats au départ, c'est le signe d'un échec des politiques de développement. Et ce n'est pas valable uniquement pour le Maroc, c'est valable pour tous les pays de la région. Et je crois que ça, c'est la clé. On a pu se rendre compte qu'au moment où il y avait cette crise de ce État, il y avait effectivement des rapports notamment du commissariat au plan marocain, mais aussi de Banque El Maghrib ou autres, qui pointaient du doigt le chômage des jeunes, un peu plus d'un jeune sur 3 qui est au chômage, qui n'a pas de formation, et qui montrait aussi, ces rapports, que le développement n'est plus à lire uniquement en termes de croissance, de chiffres ou autres, mais de conditions de vie pour les jeunes, de projets pour les jeunes, de qualité de vie et autres. Donc, je crois qu'il y a effectivement une crise économique et sociale qui fait qu'il y a un chômage des jeunes qui est massif, qui concerne les jeunes diplômés et les jeunes non diplômés, et que c'est cela qui est à considérer avant toute chose dans ces candidats massifs à l'immigration qui sont attirés. On ne l'a pas suffisamment dit, mais par exemple, Ceuta, les habitants de Ceuta ont un niveau de vie qui est 6 fois supérieur aux villes voisines du Maroc. Donc l'attrait, il est naturel. La manipulation, elle vient peut-être se rajouter, mais il y a un attrait et on ne peut pas oublier ça. Il y a un fossé, un véritable gap qui s'est creusé entre le nord et le sud de la Méditerranée et de la Méditerranée occidentale, qui fait qu'il y aura toujours des candidats au départ pour des raisons socio-économiques, avant même de considérer les conflits, la manipulation ou autre. Donc je pense que toutes ces questions n'ont pas été suffisamment regardées de près ou considérées, parce que très souvent on fait le jeu des autorités politiques des pays en face, qui eux veulent montrer justement que leur pays est développé, qu'il est en
en voie de devenir un pays émergent qu'il est, comme on le dit très souvent pour le Maroc, une puissance africaine. Je crois que tous ces superlatifs, derrière tous ces superlatifs, il faut considérer les actions positives, mais il faut aussi considérer qu'il y a une différence, qu'il y a un pays à deux vitesses, que ce soit pour le Maroc, pour l'Algérie, pour la Tunisie. Donc, on n'a pas suffisamment parlé des conditions économiques et sociales pour comprendre ces images d'afflux massif vers les frontières de ce État. D'accord. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose pour finir, Brigitte? Oui, je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, les personnes, elles se saisissent du droit à la mobilité qui leur est nié. Effectivement, 37% de chômage des jeunes au Maroc, un manque de perspective, une Espagne à quelques kilomètres à la nage, à portée de nage, et effectivement avec une double mesure pour ce qui est des possibilités économiques et sociales, un monde ultra connecté. Les jeunes, notamment du Sud global, en l'occurrence du Maroc, réclament leur part du gâteau. Elles réclament, au nom de la rupture de l'égalité des chances, au nom du principe d'égalité, au nom de l'émancipation, elles réclament un futur meilleur. Et elles ne comprennent pas pourquoi elles seraient condamnées à être assignées à résidence dans un pays qui ne leur offre pas de perspective, alors qu'à côté, très près, il y a, en tout cas dans leur imaginaire collectif, un pays qui regorge de possibilités économiques et sociales. Et donc, effectivement, cette soif de liberté de circulation, personne ne l'arrêtera. Ni les barrières, ni les clôtures, ni les barrières pneumatiques, puisque maintenant, c'est ce qui a été indiqué par l'Espagne, et notamment pour se conformer à l'arrêt du 8 juillet 2026. Elle va mettre des systèmes de contention dans la mer, au Tarajal, ce qui la sépare du Maroc. Et donc, cette soif de mobilité, personne ne l'entravera, et le droit international dit que normalement, il ne devrait pas être entravé. Bien, merci beaucoup Brigitte Espuche. Merci à vous. Je rappelle, vous êtes coordinatrice et chargée d'études pour le réseau Migre-Europe. Et merci à vous Khadija Mohsen Finan. Je rappelle, vous êtes politologue, ex-chercheuse à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et aussi membre du comité de rédaction d'Orient 21. Merci toutes les deux. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Quant à vous, vous l'aurez compris, cette émission est terminée, ce Fond de l'info est terminé. Si vous souhaitez que le média puisse vous proposer ce type d'émission tout au long de la saison 10, devenez donateur mensuel en allant sur www.lemediatv.fr/campagne. Merci pour votre attention et votre fidélité. Je vous dis à très vite sur les antennes du média.